4 questions. La première question, qui est celle de l'insertion de clauses back-to-back dans les contrats de sous-traitance, et la deuxième, qui concerne les obligations de vérification de l'accès à la profession et des assurances obligatoires par le sous-traitant, sera examinée par Johan Albert, qui pratique le droit de la construction, en se focalisant sur les aspects contractuels. La troisième question et la quatrième question, qui sont ont trait à la solidarité en matière de paiement de la rémunération et au système de check-in at work, vont être exposées par Wivine Saint-Rémy, spécialiste en droit social. Et donc, je laisse immédiatement la parole à Johan pour la première de ces questions. Voilà, merci Fanny. Je prends le contrôle des slides, si j'y arrive. Passer à la suivante. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci de participer avec nous ce matin à ce qu'on appelait avant les déjeuners de formation et qui ne sont plus désormais que des cafés virtuels. Mais on est quand même tout à fait ravis d'avoir autant de participants et de participantes pour discuter, comme vous le savez, aujourd'hui, de certains aspects choisis de l'opération de sous-traitance, dont le premier est la fameuse clause back-to-back. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, notre fil rouge aujourd'hui pour discuter donc, du contrat de sous-traitance va être ces 3 cocos. Alors, vous voyez qu'on a mis vraiment tous nos meilleurs efforts didactiques dans la création des slides. Et contrairement à ce que vous allez penser, je pense absolument tout le long de la présentation, on ne va pas parler ni de perruche ni de perroquet, mais plutôt de l'entrepreneur principal et de ce qu'il va devoir répéter, intégrer ou contrôler dans la relation qu'il va lier avec son sous-traitant, dans la mesure où il va lui confier une partie de la mission des travaux qui lui ont été lui-même transmis par le maître de l'ouvrage. Ceci dit, donc vous l'aurez compris, on aura un angle plutôt centré sur l'entrepreneur principal. Ceci dit, on reste bien évidemment à votre disposition s'il y avait des questions qui se posaient dans le chef de participants qui interviennent plutôt de manière plus courante pour le sous-traitant ou le maître de l'ouvrage. Et à ce sujet, je vous renvoie à ce qui sera dit en fin de formation et relativement aux questions qui peuvent être posées, parce que évidemment ce qui se fait dans un sens peut être adapté dans un autre, donc on n'a pas de souci à ce niveau-là. Et donc pour débuter avec cette clause back-to-back, la question c'est de savoir qu'est-ce que cette fameuse clause et à quoi elle sert. En réalité, on s'est rendu compte que dans les litiges entre sous-traitants et entrepreneurs, une des difficultés qui se posait de manière récurrente, c'était de savoir quelles étaient les clauses de la commande principale qui étaient applicables à la relation, à l'opération de sous-traitance, donc à la relation entrepreneur principal et sous-traitant. Et la raison pour laquelle cette difficulté se pose, elle trouve sa source dans l'existence du principe d'autonomie du contrat de sous-traitance qui va interdire la soumission automatique du sous-traitant à des clauses et conditions d'un contrat auquel il n'est pas partie. On appelle ça aussi la relativité des contrats. Donc tout ça va empêcher la soumission automatique du sous-traitant à des conditions de la commande principale, et la jurisprudence va estimer que cette acceptation ne va pas pouvoir se présumer, qu'il va falloir démontrer l'adhésion du sous-traitant. Et donc c'est pour contourner finalement ces conséquences qui sont plutôt importantes, en particulier dans le chef de l'entrepreneur principal, qu'on va avoir tendance à créer de manière conventionnelle une dépendance entre plusieurs contrats par l'application de cette fameuse clause back-to-back. Vous croiserez sûrement d'autres dénominations. On a choisi celle-ci parce qu'elle est la plus simple et je pense qu'elle est globalement une des plus utilisées.
Donc, voilà pour ce qu'est une clause back-to-back, mais finalement, à quoi ça sert de créer une chaîne de contrats, une dépendance entre contrats ou ce qu'on appelle juridiquement une transparence contractuelle? Les raisons sont assez nombreuses de faire du back-to-back et je vous en donne 6 dans la slide. Il y a par exemple des questions qui sont relatives à la résiliation. Si le maître de l'ouvrage décide de résilier dans le chef de l'entrepreneur principal certains lots, on va essayer de limiter les indemnisations qui seront dues aux sous-traitants. En matière de paiement aussi, dans le cas classique des retards de paiement par le maître de l'ouvrage, avec certaines clauses, on va essayer de partager le risque du retard de paiement par le maître d'ouvrage. On appelle ces clauses souvent pay if paid. Il y a des aspects qui concernent aussi la révision des prix. On peut faire concorder une révision des prix dans le chef de l'entrepreneur principal avec le sous-traitant. Ce sera plutôt là au bénéfice et à l'avantage du sous-traitant. On va aussi pouvoir, par des clauses back-to-back, objectiver les clauses techniques. Ça peut paraître être du b.a.-ba, mais les cas sont vraiment nombreux où on a simplement un problème de communication sur ce qu'il faut faire et la technicité. Et là, on va simplement assurer une bonne communication sur les documents techniques et les travaux qui sont confiés. Il y a également la sacro-sainte question des amendes de retard, où on peut créer un régime liant ici, où on va faire des parallélismes entre les conséquences du retard du sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage, vis-à-vis de l'entrepreneur et vis-à-vis du sous-traitant. Et enfin, on peut subordonner la réception des travaux sous-traités à la réception de l'ensemble, ce qui va nous permettre d'éviter d'avoir des délais qui ne seraient pas les mêmes, des délais de responsabilité qui ne seraient pas les mêmes pour les travaux sous-traités et pour l'entreprise générale, et surtout qui va éviter d'avoir une situation assez désagréable dans laquelle on aurait un entrepreneur qui a agréé les travaux du sous-traitant, mais qui ne voit pas, lui, les travaux agréés par son maître de l'ouvrage. Ce qui est évidemment un problème assez important dans le chef de l'entrepreneur. Et donc, pour rédiger, pour intégrer ces clauses back-to-back, on a 3 possibilités. On peut premièrement faire un renvoi général ou faire des clauses plutôt spécifiques en fonction des zones qui nous intéressent, ou encore, c'est peut-être la solution préférable, on va en parler, faire un cumul des 2 possibilités. Alors, pour créer ce lien de dépendance, la première voie, c'est de faire ce renvoi général. Ça implique de rédiger une clause back-to-back qui va devoir être assez précise sur les renvois que l'on fait. C'est-à-dire qu'il va falloir rédiger spécifiquement en ayant en tête quel document spécifiquement on veut appliquer à la relation de sous-traitance, c'est-à-dire le cahier des charges dans ses aspects techniques, mais aussi tout ce qui est administratif, qui est ici éminemment important, qui peut être les aspects administratifs du cahier des charges ou un contrat séparé spécifique. Donc, il va falloir renvoyer vraiment à tout l'ensemble de ce qui nous intéresse dans le champ contractuel de la commande principale. Et pour que ce renvoi donc, soit bien effectif, il faut qu'en plus de ça, on ait une adhésion du sous-traitant sur ces documents. C'est la raison pour laquelle ces documents vont devoir être annexés au contrat de sous-traitance avec une prise de connaissance antérieure à la signature du contrat, c'est-à-dire que il faudra envoyer ces annexes avant la signature du contrat. Pour éviter toute contestation, d'habitude, on conseille 15 jours. Et il est conseillé aussi au maître d'ouvrage de bien se conserver la preuve de l'envoi de ces documents. On peut aussi conseiller à l'entrepreneur général de demander à son sous-traitant de signer ces annexes.
c'est évidemment la preuve la plus claire de l'adhésion du sous-traitant, mais on se rend bien compte qu'en pratique, c'est quand même difficile à obtenir. Donc, une annexe avec un envoi antérieur, on se réserve la preuve du mail, ça suffira tout à fait. Ça demande, c'est vrai, un peu de travail administratif et d'organisation, mais c'est devenu très important en raison des nouvelles législations relatives aux clauses abusives entre entreprises qui sont rentrées dans le code de droit économique récemment. Donc, si tout ça est fait, en principe, on aura notre effet perroquet ou notre effet miroir qui fonctionnera bien dans le chef du sous-traitant. Par contre, si on intègre des clauses de style ou de type tout devra se faire selon les prescriptions du cahier des charges ou le sous-traitant déclare avoir pris connaissance du cahier des charges, on risque d'avoir plus de problèmes. Pour la première clause, pourquoi est-ce qu'on a des problèmes? Parce qu'on remarque qu'il y a une tendance jurisprudentielle à interpréter ce type de clause comme liant uniquement le sous-traitant aux clauses techniques du cahier des charges. Donc, tout ce qui est administratif passera à la trappe, ce qui va évidemment ennuyer l'entrepreneur principal. Et pour le deuxième aspect, on remarque qu'il y a un risque que ce deuxième type de clause soit considéré comme abusive. Je vous le disais, au sens de la récente législation qui concerne les clauses abusives entre contrats B2B. Donc, on ne conseille pas ce type de clause, il va falloir être plus globalisant. Une autre difficulté découle de l'application des marchés publics. Donc, si vous avez une commande principale qui est un marché public et que vous opérez un renvoi général sur cette commande, vous risquez, par le biais de la transparence contractuelle, vous voir contraint à appliquer les mêmes règles d'adjudication et d'exécution avec votre sous-traitant. Et donc, ça peut être carrément douloureux si vous n'aviez pas prévu de faire des appels d'offres ou d'émettre des PV de manquement en cas de problème avec votre sous-traitant. Donc, dans les clauses back-to-back de renvoi général, il faut vraiment faire attention au fait que si vous n'avez pas entendu faire application de la réglementation des marchés publics, il faut absolument exclure cette application de manière explicite dans votre clause de renvoi. Et donc, après les renvois spécifiques, le renvoi général, on peut opérer également des renvois spécifiques. Et ces renvois vont être particulièrement intéressants parce qu'on va pouvoir les choisir librement et les faire adapter sur mesure en fonction de la commande et de ce qu'on a entre les mains pour essayer de faire un contrat de sous-traitance le plus adapté possible, cibler les points de tension qui nous intéressent, par exemple ceux qui ont été discutés précédemment, donc les clauses pénales, les amendes de retard, le paiement, etc. Et de cette manière, on va arriver à diminuer les risques liés à l'opposabilité parce qu'on va intégrer les clauses directement dans le contrat de sous-traitance qui est négocié. Et on va aussi diminuer les risques liés à l'interprétation puisqu'on va réécrire finalement des articles et des clauses qui, peut-être si elles étaient restées uniquement dans le champ de la commande principale, se seraient mal adaptées automatiquement au contrat de sous-traitance. Donc, il y a beaucoup d'avantages à faire des renvois spécifiques. Et donc, au final, si on fait un renvoi de manière générale et qu'on ajoute des clauses de renvoi spécifiques, on va obtenir une protection simplement renforcée par le parallélisme qui existera entre la commande principale et l'opération de sous-traitance. Donc, en synthèse de notre fil rouge, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une autonomie du contrat de sous-traitance qui existe et la jurisprudence en conclut qu'il n'y a pas d'acceptation présumée des conditions de la commande principale par le sous-traitant.
Et donc, idéalement, quand on fait du back-to-back, on va faire un renvoi général avec des renvois spécifiques et on va faire bien attention à veiller de communiquer aux sous-traitants en amont les documents liés à ce contrat principal en se préservant absolument la preuve de cet envoi. Et donc, comme ça, on arrive à la deuxième question, ici, où on va aborder les assurances obligatoires, et en particulier la décennale d'un chef du sous-traitant, et aussi son accès à la profession. Et c'est l'occasion ici de lancer un petit sondage et de vous demander un petit peu de participation. Là, normalement, la question va apparaître sur vos écrans, vous pouvez y répondre. Je vous laisse un petit peu de temps et les réponses sont complètement anonymes. Alors, vous voyez, la question n'est pas très difficile. Je pense qu'on a un bon taux de réponse. Je vous laisse regarder encore un petit peu. Voilà. Alors, on va discuter de la réponse à ces questions. Je vous laisse encore un petit peu de suspense à ce niveau-là. Et on va passer pour ça par la loi du 31 mai 2017 que vous connaissez sûrement, qui concerne donc cette volonté du législateur de couvrir la responsabilité décennale, notamment dans le chef de l'entrepreneur. On discutera ici, par manque de temps, que de la loi de 2017 et pas de celle de 2019 que vous connaissez sûrement également. Et donc, pour faire un bref rappel de cette loi, qu'est-ce qu'on a voulu couvrir? On a voulu couvrir spécifiquement la responsabilité décennale pour des actes accomplis sur des habitations. C'est un aspect spécifique de la loi, qui sont situés en Belgique et qui portent sur le gros œuvre fermé. C'est une façon plus synthétique de dire que ce sont les actes pour lesquels l'intervention de l'architecte est obligatoire en vertu de l'article 4 de la loi du 20 février 1939 que vous connaissez certainement également. Et cette loi s'applique aux architectes, aux entrepreneurs, pas aux promoteurs, mais bien aux autres prestataires du secteur de la construction dont la responsabilité décennale peut être engagée. Donc ici, elle concerne également nos fameux sous-traitants. Donc si les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas engagées, il n'y a pas d'obligation d'être assuré et donc pas d'obligation de contrôle non plus. C'est-à-dire que si votre sous-traitant, par exemple, vient faire, pour prendre un exemple, de la menuiserie intérieure, a priori, les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas concernées et donc il n'y a pas d'obligation d'assurance ni existante ni à contrôler. Et donc cette loi du 31 mai 2017, elle va nous aider à savoir, premièrement, si le sous-traitant doit être assuré et de quelle manière. Le problème, c'est que cette loi, elle ne se lit pas du tout avec aisance. On se plaint souvent de la qualité des nouveaux textes législatifs, c'est aussi le cas ici. Et donc, les praticiens ont assez vite mis en lumière de nombreuses imperfections et imprécisions. Et ici, spécifiquement en ce qui concerne le sous-traitant, une contradiction. C'est-à-dire que si on lit l'article 4 de la loi, il pourrait nous laisser penser que le sous-traitant peut automatiquement être assuré, peut être automatiquement couvert par la responsabilité de l'entrepreneur. Pardon, l'assurance de l'entrepreneur. Alors que si on va voir les travaux préparatoires et l'article 8 de la loi, on se rend compte que cette couverture d'assurance, qui est appelée plutôt police globale, elle n'est que facultative en réalité. Et donc, qu'est-ce qu'il faut en déduire finalement? Qu'il existe bien une obligation d'assurance dans le chef du sous-traitant lorsqu'il
crée des actes, il est dans le champ de la responsabilité décennale, et il peut s'assurer par lui-même ou par le biais d'une police globale. Mais on sait que pratiquement ces polices globales, elles sont assez rares actuellement, ce qui peut être amené encore à changer, mais c'est le cas pour le moment. Donc, une assurance obligatoire, oui, mais donc quel est finalement le rôle de l'entrepreneur principal par rapport à l'assurance de son sous-traitant? La loi ne le libelle pas spécifiquement comme tel. Mais si on se base sur l'article 12, on se rend compte de plusieurs éléments. Le premier, c'est que avant l'entame de travaux, le sous-traitant va devoir transmettre ses attestations d'assurance tant au maître de l'ouvrage qu'à l'architecte, qui lui, et c'est bien prévu par la loi, a l'obligation de réclamer ces attestations. Ça, c'est le premier élément. Il y a un autre élément qui veut que les attestations vont devoir être conservées et doivent pouvoir être transmises à tout moment pendant le chantier, qu'elles doivent bien exister. Et le troisième élément porte sur le fait que, surtout en matière contractuelle, il est prévu que non seulement tous les contrats doivent prévoir le numéro d'entreprise de l'entreprise d'assurance et aussi le numéro du contrat d'assurance. Donc, de facto, on se rend compte qu'il sera bien prudent pour l'entrepreneur principal de contrôler la couverture d'assurance de son sous-traitant, si ce n'est pas en application du droit commun de la responsabilité qui veut que l'entrepreneur a une responsabilité pour ce que fait son sous-traitant, en tout cas en application de cet article 12 et de ce qu'il prévoit notamment au niveau des documents contractuels. Tout cet article et la loi est accessoirisé de sanctions. Je vous renvoie à ce niveau-là à l'article 14 qui prévoit des sanctions assez diverses pour l'entrepreneur, pour l'architecte, mais qui consistent principalement en un avertissement, des transactions, des amendes, ce genre de choses. J'en viens ensuite à l'accès à la profession du sous-traitant. Donc, vous le savez peut-être, mais dans un cas où un contrat est passé sans qu'il y ait d'accès à la profession dans le chef du co-contractant pour les travaux qui sont confiés, eh bien, on s'expose à une nullité absolue du contrat en raison de sa contrariété à l'ordre public. Donc, évidemment, il découle de ça qu'il est utile pour l'entrepreneur général de vérifier l'accès de son sous-traitant à la profession avant la signature pour éviter d'éventuels désagréments. Ceci dit, depuis une décision assez récente de la Cour de cassation, une décision de 2019, la situation a un tout petit peu changé et s'est améliorée puisque la cassation considère à présent que si le but que la loi poursuit peut être atteint, eh bien, ça ne va pas entraîner automatiquement l'annulation du contrat. Et donc, dans le cas de notre sous-traitance, un exemple peut être le fait de dire on a un contrat qui est signé par le sous-traitant à un moment où il n'a pas les accès, mais qui va être exécuté à un autre moment où là, il a régularisé sa situation. Eh bien, en application de cette nouvelle jurisprudence qui est complètement opposée à ce qui se faisait avant de la Cour de cassation, eh bien, on va pouvoir maintenir ce contrat parce qu'il rencontre le but de la loi. Et c'est complètement nouveau et c'est une flexibilisation notable des sanctions contractuelles qui anticipe en fait ce qui va certainement se faire dans le cadre de la réforme du Code civil et des nouveaux articles, notamment le 5.57 qu'on attend lorsque cette nouvelle législation sera votée. Et donc, à nouveau, notre fil rouge, attention à ce qu'il faut vérifier, donc la couverture d'assurance et l'accès à la profession en synthèse. Mais aussi, faites attention, c'est quelques points supplémentaires bonus, à la vérification dans votre contrat de sous-traitance de la question de savoir si la législation RGPD est applicable, est-ce qu'il faut faire du DPA. Donc, la question se pose de savoir si
on transmet à son sous-traitant des données qui peuvent être considérées comme à caractère personnel, alors il faudra faire application de l'article 28 du RGPD auquel je vous renvoie. C'est le cas notamment si vous transmettez des données du style numéro de téléphone de l'acheteur, adresse, etc. Et attention à une nouvelle réglementation qui s'applique à partir du 1er février, donc ici dans quelques jours, qui concerne les délais de paiement. Donc cet été, entre les délais auxquels on a eu droit, le législateur a décidé de prendre une petite loi qui concerne les délais de paiement entre entreprises. À partir du 1er février, fini donc le fameux paiement à 60 jours fin de mois. Le délai maximum, s'il est prévu contractuellement, sera de 60 jours. Et en l'absence de délai contractuel prévu, ce sera un délai normal de 30 jours qui s'appliquera. Donc, c'est bon à savoir. Voilà ce que je devais vous dire dans un délai également assez restreint. Je passe volontiers la parole à Wivine qui va vous entretenir des questions suivantes. Je vous remercie et j'espère que vous pourrez profiter de la suite des questions et que vous apprécierez le petit clin d'œil de la solidarité et des perruches inséparables, que ça vous parlera. Merci beaucoup à tous. Merci Joanne. Je prends donc la parole maintenant pour aborder deux questions relatives à la responsabilité solidaire des co-contractants et principalement la responsabilité dans deux cas de figure précis, à savoir d'une part la responsabilité en cas de non-paiement de la rémunération par un sous-traitant employeur et également la responsabilité solidaire dans l'obligation d'enregistrement des présences sur les chantiers. Ces deux responsabilités doivent être correctement appréhendées par les co-contractants, largement anticipées à notre estime, et leurs effets doivent impérativement être réglementés dans les conventions qui lient les parties pour éviter des mauvaises surprises, principalement financières. La première responsabilité abordée est celle en cas de non-paiement de la rémunération. Alors, préalablement à mon exposé, je vais lancer un petit sondage pour m'assurer que vous êtes toujours parmi nous. Alors, la question est la suivante. Avez-vous déjà reçu une notification dénonçant le fait qu'un sous-traitant est en défaut de payer la rémunération due à ses travailleurs? Oui ou non? Alors, je vois que les réponses sont principalement négatives. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'on peut espérer que vos co-contractants sont des bons payeurs respectueux de leur personnel et qu'ils payent régulièrement la rémunération. Alors, avant l'entame de l'exposé, certes théorique, mais que j'espère aussi pratique, je vais vous présenter un petit casus qui va servir à illustrer les propos que je vais vous expliquer. Donc, nous avons la situation de monsieur J'ai gagné Le Grelot qui fait l'achat d'un terrain de plusieurs hectares. Il prend contact avec la société Je Construis pour qu'elle procède à la construction de plusieurs immeubles sur le terrain. La société Je Construis va sous-traiter l'aménagement des abords extérieurs des immeubles à la maison Main Verte, à la société Main Verte, et va sous-traiter également le placement des panneaux solaires à Monsieur Sun. Nous sommes donc dans le cadre d'une relation maître d'ouvrage entrepreneur de sous-traitants et il s'avère qu'en cours d'exécution du contrat, la société Main Verte ne paye pas ses travailleurs de manière régulière. Le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur général, donc monsieur J'ai gagné le gros lot et la société Je Construis, ont reçu une information dénonçant la situation et les invitant à procéder au paiement des prestations qui n'ont pas été rémunérées par la société Main Verte. Alors la première question évidemment à se poser, c'est de quoi parle-t-on quand on parle de responsabilité en cas de non-paiement de la rémunération? Alors, la responsabilité solidaire en matière de rémunération est organisée par la loi du 12 avril 1965 qui concerne la protection de la rémunération. Alors, le principe, c'est
les moyens qui sont mis à disposition du travailleur pour solliciter des co-contractants de son employeur qu'il paye à la place de l'employeur les rémunérations qui ne sont pas payées dans les temps ou pas suffisamment par l'employeur. Il s'agit donc d'une solidarité en cascade. Le non-respect des obligations financières de l'un va provoquer chez l'autre des obligations sans pour autant que l'un et l'autre soient en relation contractuelle directe. Et donc, cette obligation existe dans le chef des co-contractants, même s'il n'y a pas de contact direct entre les co-contractants. Alors, c'est une obligation de paiement de la rémunération qui va s'appliquer dans plusieurs cas de figure. Soit l'employeur ne paye tout simplement pas la rémunération, soit il la paye partiellement ou en retard, soit il paye une rémunération, mais il s'avère que cette rémunération est insuffisante puisque inférieure au minima barémique. Dans tous ces cas de figure, le paiement de la rémunération pourra être sollicité auprès des co-contractants du sous-traitant qui ne paye pas la rémunération qui est due. Alors, c'est un principe général qui s'applique dans différents secteurs, notamment le gardiennage, le secteur agricole, le nettoyage, le secteur horticole, l'industrie et le commerce alimentaire, mais bien évidemment, puisque je vous en parle aujourd'hui, il s'applique également dans le secteur de la construction. Alors, vous le voyez dans le slide, ce régime s'organise autour de 3 régimes distincts. Il y a un premier régime qui est le régime dit général, ensuite 2 régimes particuliers. Le premier régime particulier est celui qui va s'appliquer en cas de responsabilité du co-contractant direct lorsque nous sommes dans le secteur des activités de la construction uniquement. Et le deuxième régime particulier est celui en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal. Il y a donc 3 régimes qui s'appliquent non pas cumulativement, mais bien exclusivement l'un de l'autre en fonction de critères précis. D'une part, la nature de la relation entre les intervenants, selon qu'il s'agisse de co-contractants directs ou indirects. Un autre critère est celui de la nature de l'activité. Et enfin, dernier critère, c'est celui du statut du travailleur à qui la rémunération n'est pas correctement payée. Dans le secteur de la construction, le régime général va s'appliquer si on est dans le cadre de relations indirectes entre les intervenants sur le chantier. Et donc, par exemple, la relation entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant de l'entrepreneur général. Alors, petite remarque importante qui va s'appliquer de manière constante à tous les régimes de responsabilité. La responsabilité du maître d'ouvrage ne pourra jamais être engagée lorsqu'il s'agit d'une personne physique qui fait exécuter des travaux à des fins privées. Dans ce cas-là, il n'y a pas de responsabilité du maître d'ouvrage et donc ce dernier ne sera jamais appelé à payer la rémunération en lieu et place de l'entrepreneur général ou des sous-traitants. Dans le régime particulier relatif à la construction, celui-ci ne va s'appliquer que dans le cadre de relations directes entre les intervenants sur le chantier. Et donc, par exemple, la relation contractuelle qui lie un entrepreneur général et son sous-traitant. Et enfin, dans le cadre du régime particulier en cas d'occupation d'un travailleur en séjour illégal, le régime s'appliquera que la relation soit directe ou indirecte. J'en viens maintenant au régime général pour être un petit peu plus précise dans mon propos relatif à l'obligation de paiement en cas de non-paiement de la rémunération. Le régime général va donc s'appliquer, je viens de vous le dire, uniquement dans le cadre des relations de sous-traitance indirecte. Alors, le principe, c'est une solidarité après notification ou sommation. Et donc, en l'espèce, le maître d'ouvrage, l'entrepreneur général ou le sous-traitant va être informé par notification écrite de l'inspection sociale que son sous-traitant, qui intervient indirectement après lui, manque à son obligation de payer la rémunération à ses travailleurs et est donc invité à pallier le manquement de ce sous-traitant indirect et donc de procéder au paiement de la rémunération. Alors, c'est une obligation de payer qui n'est pas une obligation spontanée. Cette obligation n'existe que après que l'entrepreneur général, le maître d'ouvrage ou le sous-traitant ait reçu une sommation préalable de l'inspection sociale.
Alors, quand on parle d'obligation de payer la rémunération, on vise tant la rémunération que les cotisations sociales qui sont afférentes à cette rémunération. Toutefois, le verbe rémunération doit être interprété restrictivement, c'est-à-dire que le terme rémunération, dans le cas de la responsabilité en cas de non-paiement de la rémunération, vise uniquement les sommes qui sont dues en paiement des prestations, donc pas tout ce qui pourrait être relatif à la rupture d'un contrat de travail. Cela vise uniquement les sommes qui sont devenues exigibles durant la période de responsabilité solidaire, dont je vais vous dire un mot dans un instant. Ce sont donc uniquement des dettes futures. À aucun moment, la responsabilité n'est engagée pour les dettes passées. Et il faut également que la rémunération soit limitée aux prestations qui ont été effectuées pour compte du co-contractant, donc pour compte du maître d'ouvrage, de l'entrepreneur général ou du sous-traitant. On ne peut évidemment pas solliciter une obligation de paiement de l'intégralité de la rémunération si ces travailleurs sont occupés sur d'autres chantiers que celui dont s'occupe l'entrepreneur général ou le maître d'ouvrage. Alors, la période de responsabilité, je vous en parlais il y a une minute, c'est une période de responsabilité qui va être limitée dans le temps. Elle ne pourra débuter que 14 jours ouvrables après la notification de l'absence de paiement par les services d'inspection sociale, ce qui va donc évidemment vous permettre, si vous recevez une telle notification, de prendre des mesures adéquates à l'égard de votre co-contractant. Et c'est une période de responsabilité qui sera également limitée dans le temps puisqu'elle peut porter sur une période maximale d'1 an. Alors, il y a également dans le chef des intervenants une obligation d'affichage. Alors, cette obligation d'affichage, elle concerne en réalité l'avis de notification de non-paiement de la rémunération. Donc, lorsque les services d'inspection sociale vont constater le non-paiement d'une rémunération, ils vont notifier la situation aux différents intervenants du chantier et à l'employeur qui est en défaut de paiement. Cet employeur a l'obligation d'afficher cet avis sur le chantier et s'il ne le fait pas, les co-contractants ont l'obligation d'afficher. Donc, c'est donc également une obligation solidaire. Et l'autre obligation, vous l'aurez compris, c'est évidemment de payer la rémunération. Le responsable solidaire doit payer la rémunération lorsqu'il y a été sommé. Alors, il y a des sanctions qui sont prévues. Ce sont des sanctions qui sont visées par le Code de droit pénal social. Ce sont donc des sanctions qui sont soit pénales ou administratives de niveau 2. Ça veut donc dire en français que si vous deviez être condamné par le tribunal correctionnel, l'amende pénale pourra s'élever de 400 à 4 000 €. C'est une somme qui peut être multipliée par le nombre de travailleurs, donc on peut très rapidement se trouver dans une situation où l'amende pénale est extrêmement élevée. Et si vous deviez être sanctionné au niveau administratif, les amendes administratives portent sur des sommes qui vont de 200 à 2 000 € qui peuvent également être multipliées par le nombre de travailleurs visés par l'infraction. Et donc, vous l'aurez compris, c'est une obligation assez stricte puisqu'il n'y a pas de relation directe entre les co-contractants, mais l'entrepreneur général ou le maître d'ouvrage pourrait se voir invité à payer de la rémunération d'un co-contractant avec qui il n'a pas de relation directe, d'où l'importance, à notre estime évidemment, de baliser ce genre de situation dans vos contrats d'entreprise et de sous-traitance pour éviter toute mauvaise surprise. J'en viens maintenant au premier régime particulier qui est celui relatif qui va s'appliquer dans le cadre des relations entre co-contractants directs et qui va s'appliquer uniquement lorsqu'on est dans le secteur de la construction. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le régime général va s'appliquer à d'autres secteurs que celui de la construction. Le régime particulier construction ne s'appliquera que dans le cadre de relations et de travaux, d'activités, dans le domaine de la construction. Alors, quelle est la définition que l'on doit donner à activité dans le domaine de la construction? Eh bien, ce sont tous les travaux et les services qui vont relever de la compétence de la commission paritaire 124, 111, donc celle qui est relative à la construction métallique, mécanique et électrique, la CP 121, donc les travaux de nettoyage lorsqu'ils sont relatifs à des travaux immobiliers, la CP 126 également, qui est la commission compétente en matière de transformation du bois, et la CP 149-01, qui est celle compétente pour les électriciens, une nouvelle fois, si l'on parle bien de travaux immobiliers. Alors, l'autre condition d'application
est qu'il doit exister une relation directe entre les sous-traitants. Et donc, relation directe, c'est celle qui va donc unir, par exemple, le maître d'ouvrage à son entrepreneur général ou l'entrepreneur général à son sous-traitant, ou enfin deux sous-traitants lorsqu'il y a une chaîne de sous-traitants. Alors, la solidarité va s'appliquer en cas de non-paiement de la rémunération aux travailleurs par le contractant direct. Pour cette fois-ci, il y a également une restriction uniquement pour les prestations effectuées au bénéfice du maître d'ouvrage, de l'entrepreneur général ou du sous-traitant. C'est la seule limitation. Il n'y a pas de limitation dans le temps, c'est donc une responsabilité qui va être immédiate et automatique. Alors, pas de limitation, j'exagère un petit peu en vous disant cela, puisque la loi a tout de même prévu un process qui permet au co-contractant direct d'éviter que sa responsabilité soit engagée. Alors, quelle est la condition? Il faut que le co-contractant, donc l'entrepreneur général, le maître de l'ouvrage ou le sous-traitant initial, intègre ou en tout cas obtienne une déclaration écrite et signée par les deux parties. Alors, cette déclaration écrite va devoir, d'une part, renseigner les coordonnées du site SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale qui renvoie aux barèmes applicables et aux minima de rémunération. C'est la première mention qui doit impérativement apparaître dans la déclaration écrite. Et la deuxième mention, c'est l'engagement pris par l'entrepreneur général à l'égard du maître d'ouvrage ou le sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur général, l'engagement pris de payer la rémunération à ces travailleurs. Alors, on parle de déclaration écrite. Il ne doit pas s'agir d'un document qui est spécifique à cette déclaration. Cela peut être intégré dans vos contrats de sous-traitance, dans vos contrats d'entreprise. Et évidemment, notre conseil est de veiller à ce que tous vos contrats contiennent cette clause, puisque sur base de cette seule déclaration écrite, votre responsabilité automatique et immédiate ne sera pas engagée. Il y a évidemment un bémol puisque le législateur entend pouvoir protéger les travailleurs et veiller à ce que ceux-ci puissent bénéficier de la rémunération à laquelle ils ont droit. C'est que la solidarité sera rétablie à partir du moment où l'entrepreneur général, le maître d'ouvrage ou le sous-traitant initial reçoivent une notification les informant que leur co-contractant direct ne paye pas la rémunération. Dès l'instant où cette notification est effectuée, eh bien là, on retombe dans le système du régime particulier et donc il y a une solidarité qui est engagée, mais uniquement à ce moment-là pour les dettes futures et à partir du 14e jour qui suit la réception de la notification. Alors, dans le régime particulier, tout comme dans le régime général, il y a également une obligation d'affichage et une sanction qui est équivalente à celle du régime général, donc de niveau 2. J'en viens maintenant au régime particulier qui s'appliquera lorsqu'il y a occupation d'un travailleur ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal. Alors, c'est un régime qui va toujours trouver à s'appliquer lorsqu'on parle d'un travailleur ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal, à l'exclusion des deux autres régimes. Donc, on exclut le régime général et le régime particulier construction. Et il s'applique, c'est un régime qui va être de portée plus générale aussi, puisqu'il va s'appliquer à différents secteurs, dont celui de la construction. On parle d'un travailleur ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal. Cela signifie donc qu'il ne doit pas être citoyen de l'Union européenne, qu'il ne doit pas pouvoir bénéficier du principe de la libre circulation consacré au sein de l'Union européenne et qu'il n'a pas d'accès au territoire ni de titre de séjour régulier. Le principe, vous l'aurez compris, c'est une nouvelle fois la solidarité entre les co-contractants. Alors dans ce régime, la portée de la solidarité va varier selon la nature de la relation. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Et c'est un régime qui s'applique qu'il y ait chaîne de sous-traitants ou non. Une nouvelle fois, une obligation d'affichage et des sanctions de niveau 2 tout à fait comparables au régime général. Donc je vous le disais, la portée de la responsabilité va varier en fonction de la nature de la relation. Si l'on se trouve dans le cadre d'une relation directe entre les co-contractants, donc maître d'ouvrage, entrepreneur général, sous-traitant,
Il y aura une solidarité immédiate et automatique en cas de non-paiement de la rémunération, sauf si déclaration écrite. Donc, c'est un régime qui est tout à fait similaire au régime particulier construction. Dans le cas d'espèce, la déclaration écrite devra uniquement contenir l'engagement pris par le contractant de ne pas engager de travailleurs en séjour illégal. Il y aura également une possibilité de rétablir la solidarité dès l'instant où il y a une notification faite à l'entrepreneur général ou au maître d'ouvrage que son sous-traitant direct occupe des travailleurs en séjour irrégulier. Dès que cette notification est faite, il y a une responsabilité qui va s'ouvrir pour les dettes futures uniquement. Dans le cadre d'une relation indirecte, et donc par exemple maître d'ouvrage sous-traitant de l'entrepreneur général, eh bien là c'est une solidarité qui va exister uniquement pour les dettes futures et qui prendra cours à partir de la connaissance de l'occupation de travailleurs en séjour irrégulier par le sous-traitant de l'entrepreneur général, qui va être limité aux prestations qui ont été effectuées pour compte de l'entrepreneur général. C'est donc un régime tout à fait similaire au régime général. Et enfin, en ce qui concerne le donneur d'ordre initial, donc le maître d'ouvrage, il y a également une rémunération, une solidarité, pardon, qui va pouvoir être sollicitée. Je vous l'ai dit en début de présentation, c'est une solidarité qui n'existe que si le maître d'ouvrage n'est pas une personne physique et qu'il ne sollicite pas la construction pour des besoins privés. Dans ce cadre-là, il y aura une solidarité de rémunération. Alors, je vous ai fait un petit tableau qui récapitule l'ensemble des conditions d'application et des effets des différents régimes. Alors, vous voyez que l'importance est évidemment de déterminer quelle est la nature de la relation qui unit les co-contractants pour voir quel est le régime qui va trouver application. Alors, la nature de la relation va évidemment avoir un impact, vous l'aurez compris, sur l'importance de la responsabilité et sur le début, la prise de cours de la période de responsabilité. Donc, dès l'instant où on se trouve dans le cadre, vous le voyez, d'une relation directe, donc ces deux cas de figure ici, eh bien, il y aura une prise de cours immédiate, mais cette prise de cours immédiate, évidemment, peut être relativisée par l'intégration dans le contrat de sous-traitance ou dans le contrat d'entreprise de la fameuse déclaration écrite qui va vous permettre de vous dégager de cette responsabilité. Et vous voyez ici également que la nature de la relation va avoir des effets sur la durée, puisque la durée de la responsabilité va perdurer durant toute la relation contractuelle lorsqu'on est dans le cadre d'une relation directe, mais va être limitée dans le temps lorsqu'on est dans le cadre d'une relation indirecte. Vous voyez également que les sanctions sont similaires dans les 4 cas de figure et la dérogation contractuelle dont on va parler dans un instant aura toujours des effets limités. Alors, je me suis amusée à faire des illustrations pour m'assurer que la portée des régimes de responsabilité est claire. Alors, vous avez devant vous 2 cas de figure qui illustrent l'absence de chaîne de sous-traitants. Donc, vous avez toujours un maître d'ouvrage, un entrepreneur qui occupe des travailleurs ou un maître d'ouvrage, un entrepreneur et un seul sous-traitant. Donc, il n'y a pas de chaîne de sous-traitants et ce sous-traitant occupe des travailleurs. Alors, dans le cadre du régime général, seule la responsabilité du maître d'ouvrage dans le 2e schéma va pouvoir être évoquée. Pourquoi? Eh bien, puisque vous vous souviendrez que le régime général ne s'applique que dans le cadre de relations indirectes. Donc ici, entrepreneur maître d'ouvrage, on est dans une relation directe, pas d'application du régime général. Ici, par contre, pour les travailleurs du sous-traitant, on est dans le cadre d'une relation indirecte et donc la responsabilité du maître d'ouvrage pourra être sollicitée. Dans le cadre de l'application du régime particulier construction, là on est donc dans le cadre des relations directes, c'est donc bien le maître d'ouvrage ici qui va pouvoir voir sa responsabilité engagée et dans le cas de figure ici, c'est bien l'entrepreneur. En ce qui concerne le régime particulier travailleur irrégulier, eh bien là, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, que cette responsabilité va être engagée, que la relation soit directe ou indirecte. Et donc, tant le maître d'ouvrage que l'entrepreneur dans le 2e cas de figure pourront voir leur responsabilité engagée.
Venons-en maintenant à l'hypothèse d'une chaîne de sous-traitants. Vous avez donc un maître d'ouvrage qui fait appel à un entrepreneur qui lui-même fait appel à différents entrepreneurs qui vont sous-traiter différents aspects du chantier, et on se retrouve dans le cas de figure du non-paiement de la rémunération par le dernier sous-traitant. Alors, le régime général va permettre l'implication de la responsabilité du maître d'ouvrage et des deux premiers entrepreneurs, pas le dernier, puisque vous l'aurez compris, on parle bien d'une relation indirecte. Le régime particulier construction, eh bien, c'est la responsabilité du premier entrepreneur qui va pouvoir être engagé. Et enfin, en ce qui concerne le régime travailleur irrégulier, eh bien là, l'intégralité des intervenants vont voir leur responsabilité engagée. Alors, l'objectif, évidemment, est de prémunir tant le maître d'ouvrage que l'entrepreneur général que le sous-traitant, de les prémunir des conséquences financières, vous l'aurez compris, qui peuvent être particulièrement importantes de l'engagement de cette responsabilité. Alors, il est important que vous ayez bien à l'esprit que peu importe la nature des clauses qui sont introduites dans vos contrats d'entreprise ou dans vos contrats de sous-traitance, ces clauses ne permettront jamais, d'une part, d'empêcher l'application du régime légal de responsabilité. Donc, ce qui pourra être prévu, c'est le paiement de la rémunération auquel vous êtes engagé, et ensuite de pouvoir prévoir un mécanisme qui vous permet de récupérer les sommes que vous avez décaissées auprès de votre sous-traitant. Ensuite, toutes les clauses que vous allez intégrer dans votre contrat d'entreprise ou dans votre contrat de sous-traitance ne permettront jamais de vous dégager de votre responsabilité pénale. Et donc, les sanctions dont je vous parlais tout à l'heure, donc les amendes pénales ou les amendes administratives, pourront toujours être sollicitées, peu importe la nature des clauses contractuelles. Mais donc, l'intérêt de l'intégration de clauses tout à fait spécifiques dans vos contrats est de limiter au maximum la portée et les conséquences de votre responsabilité. Et donc, ce qui sera impératif d'introduire dans tous vos contrats de sous-traitance et d'entreprise, c'est évidemment les deux déclarations écrites qui vous permettent de vous exonérer de votre responsabilité automatique et directe à l'égard de vos sous-traitants directs. Donc, les deux déclarations écrites dans le cadre des deux régimes particuliers, construction et travailleurs en séjour irrégulier. Autre possibilité à réfléchir, c'est d'obliger votre contractant à vous garantir de toute somme que vous seriez amené à payer pour son compte, et également d'engager votre sous-traitant à vous garantir de toute somme que vous seriez amené à décaisser pour compte d'un des sous-traitants de votre sous-traitant dans le cadre de l'engagement de la responsabilité dans la relation indirecte. Ce qui peut également être intégré dans les contrats, c'est une possibilité de procéder à la suspension du paiement des factures dans l'hypothèse, par exemple, où le service d'inspection sociale vous notifie une situation dans laquelle il n'y a pas de paiement de la rémunération par l'un des intervenants du chantier ou l'engagement de travailleurs en séjour irrégulier. Eh bien, le contrat peut prévoir une suspension du paiement des factures, ce qui pourrait vous permettre évidemment de récupérer de facto une partie des sommes que vous avez décaissées. On peut également envisager que le non-paiement de la rémunération ou l'engagement de travailleurs en séjour irrégulier soit une clause qui vous permette de résilier le contrat qui vous lie à votre contractant ou qui vous lie à un des intervenants du chantier. On peut également réfléchir à la possibilité de constituer une caution. Et donc, on prendrait l'hypothèse d'une retenue qui serait effectuée sur les factures, une retenue à concurrence d'un pourcentage qui est déterminé, et le paiement du solde, donc le paiement de cette caution à votre contractant uniquement en fin de contrat, ce qui vous permet évidemment de garder au sein de votre entreprise une certaine somme qui pourrait vous garantir en cas de dénonciation d'une situation problématique. Et enfin, l'obligation que vous donnez à votre sous-traitant d'introduire lui-même dans ses contrats de sous-traitance toute une série de clauses qui visent à garantir la situation. Alors, je reviens maintenant à mon fil rouge. Monsieur J'ai gagné au gros lot, vous vous en rappelez, a fait l'acquisition d'un terrain sur lequel il fait construire différents immeubles.
Tout à l'heure, je vous avais expliqué qu'il s'avère que la société Main Verte ne paye pas régulièrement ses travailleurs et donc la société Je Construis et monsieur J'ai Gagné le Gros Lot ont reçu une notification de la part des services d'inspection sociale. Alors, il faut savoir aussi que la société Je Construis n'est pas davantage bon payeur puisqu'elle ne paye pas les factures de Monsieur Sun et Monsieur Sun a également interpellé Monsieur J'ai Gagné le Gros Lot parce que les factures ne sont pas payées. La question se pose de savoir, y a-t-il une responsabilité qui peut être engagée et si oui, dans le cadre de quel régime? Alors, soyons très pragmatiques. En ce qui concerne Monsieur Sun, eh bien, Monsieur J'ai Gagné le Gros Lot, outre le fait que c'est une personne physique qui intervient à des fins privées, il n'a aucune responsabilité qui pourra être engagée. Et en tout état de cause, Monsieur Sun étant un travailleur indépendant et pas un travailleur salarié, il ne peut évidemment pas revendiquer l'application du principe de responsabilité en cas de non-paiement de la rémunération. En ce qui concerne par contre les travailleurs de la société Main Verte, ces travailleurs-ci, lorsqu'ils ne sont pas payés par la société Main Verte, vont pouvoir engager la responsabilité de la société Je Construis, d'une part dans le cadre du régime particulier, puisqu'on est dans une relation directe entre la société Main Levée et Je Construis, et les travailleurs, s'il y a des travailleurs en séjour illégaux, pourront également engager la responsabilité de Je Construis dans le cadre de l'application du régime général travailleurs en séjour illégal. Vous l'aurez compris, vous avez donc, la société Je Construis a donc intérêt à prendre conseil auprès d'un cabinet d'avocats spécialisé et bien évidemment auprès du cabinet d'avocats Lexing pour veiller à ce que soient intégrées dans ces conventions toutes les clauses qui vont lui permettre de se prémunir ou en tout cas de veiller à pouvoir être remboursé de toutes les sommes que la société Je Construis va être amenée à décaisser pour compte de la société Main Verte qui est en défaut de paiement de ses travailleurs. Et nous lui conseillerons aussi à la société Je Construis de prévoir dans son contrat de sous-traitance à l'égard de la société Main Verte, de prévoir l'hypothèse où la société Main Verte va elle-même sous-traiter avec un autre entrepreneur et donc de veiller à ce que sa responsabilité soit également garantie, en tout cas que les sommes qu'elle va devoir payer dans le cadre de sa responsabilité soient également garanties. Voilà en ce qui concerne la question numéro 3 qui a été relativement longue parce que un petit peu complexe en ce qui concerne les régimes applicables. J'espère avoir été claire. J'aborde maintenant la dernière question qui est celle de savoir comment limiter les conséquences d'une violation par son sous-traitant du système Check-in at Work ou de manière plus large en cas de violation de l'obligation d'enregistrement de présence sur les chantiers. Alors, avant de passer à l'exposé, je vais une nouvelle fois prendre la température auprès de vous pour savoir si dans votre pratique, l'obligation d'enregistrement de présence sur les chantiers est globalement respectée, soit par vos travailleurs et vos sous-traitants, et vous êtes particulièrement chanceux, soit par vos travailleurs mais pas par vos sous-traitants mais pas par vos travailleurs, ou n'est globalement pas respectée. Eh bien, je vois que majoritairement, l'obligation est respectée par vos travailleurs et vos sous-traitants. Vous avez donc la chance de travailler avec des sous-traitants qui, d'une part, payent leur personnel et veillent à respecter leurs obligations, ce qui est une excellente nouvelle. Alors, l'obligation d'enregistrement, je vais l'aborder en quelques questions. D'une part, vous rappeler qu'est-ce que cette obligation d'enregistrement, quels sont les travaux qui sont visés, qui doit être enregistré, quand doit-on enregistrer, comment enregistre-t-on et qui doit mettre en place le système d'enregistrement. J'en viendrai ensuite à la responsabilité qui est également une responsabilité en cascade et aux sanctions qui peuvent être appliquées aux différents intervenants. Et enfin, je vous présenterai certaines pistes de réflexion pour tenter de limiter les conséquences de cette responsabilité. Alors, l'obligation d'enregistrement, elle est régie par la loi du 4 août 1996 qui est relative au bien-être des travailleurs. Elle est entrée en vigueur, vous le savez, en 2014 et elle porte sur une obligation d'enregistrement des présences sur les chantiers pour certains travaux immobiliers. Alors l'objectif poursuivi par le législateur
était d'une part de veiller à la sécurité et à la santé des travailleurs sur chantier. Elle est notamment intervenue suite à des accidents assez graves sur différents chantiers où on s'est retrouvé dans des situations assez problématiques de ne pas pouvoir identifier les travailleurs ensuite d'un accident. Et donc l'enregistrement a pour objectif de pouvoir faciliter l'identification en cas de difficulté et évidemment aussi de lutter contre le travail au noir et la fraude sociale. Quels sont les travaux qui doivent être enregistrés? Eh bien, ce sont tous les travaux immobiliers. Alors, les dispositions légales qui s'appliquent à l'obligation d'enregistrement sont visées dans la loi du 4 août 96, je vous le disais, mais plus précisément dans le chapitre relatif aux chantiers temporaires immobiles. Alors, j'évite de vous expliquer les différents renvois législatifs pour obtenir une définition, mais un travail immobilier est en réalité un travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage, de démolition, de tout ou partie d'immeuble. Donc, dès l'instant où les travaux sont en lien avec l'immeuble, on parle bien de travaux immobiliers et donc d'obligation d'enregistrement. Alors, l'obligation d'enregistrement ne s'applique pas à tous les chantiers, elle s'appliquera uniquement aux chantiers qui atteignent une certaine valeur. Alors, le seuil va varier en fonction de la date de début et de fin de travaux. Si les travaux ont débuté dans la période du 1er avril 2014 jusqu'au 29 février 2016, eh bien, la valeur du chantier doit être égale ou supérieure à 800 000 €. Si vos travaux ont débuté après le 29 février, eh bien, la valeur du chantier doit être égale ou supérieure à 500 000 €. Alors, qui doit être enregistré? Eh bien, toute personne physique qui exécute des travaux immobiliers. Toute personne physique, donc c'est toute personne belge ou étrangère qui exécute des travaux immobiliers. Il s'agit donc de l'employeur, du travailleur, qu'il soit engagé sous contrat de travail, qu'il soit intérimaire. Cela vise également les travailleurs indépendants, les maîtres d'œuvre, conception, contrôle et exécution, les coordinateurs sécurité, développement et exécution. Et donc, à contrario, un collaborateur administratif, puisqu'il n'exécute pas les travaux immobiliers, ne devra pas être enregistré. Un délégué syndical, s'il intervient uniquement dans le cadre de sa mission de délégué syndical, ne devra pas davantage être enregistré puisqu'il n'exécute pas les travaux immobiliers. Un livreur qui vient simplement déposer quelque chose sur un chantier et qui repart automatiquement sans faire d'autres prestations ne devra pas non plus être enregistré puisqu'il ne procède pas à des travaux immobilier. Quand doit-on enregistrer? L'obligation d'enregistrement doit être faite de manière quotidienne. Elle peut toutefois être faite être faite avant le début des prestations. Donc, vous devez impérativement enregistrer toute personne qui pénètre sur le chantier avant qu'il débute ses prestations. Et l'encodage peut être fait jusqu'à 30 jours calendrier qui précèdent les prestations. Alors, si vous travaillez de la sorte et que vous encodez préalablement, il y a toujours évidemment une annulation qui est possible, même dans l'hypothèse où un travailleur devait se présenter sur le chantier le matin et finalement, en raison par exemple d'une maladie, il ne s'est pas présenté, eh bien, il y a toujours une annulation de l'enregistrement qui est possible et cette annulation doit être faite au plus tard à la fin de la journée concernée par l'enregistrement et l'obligation d'enregistrement cesse dès l'instant où il y a une réception provisoire des travaux, après la réception définitive si les travaux s'inscrivent dans le cadre de la garantie ou lorsque la relation contractuelle prend fin dans le cadre de contrat cadre ou de contrat à durée déterminée. À ce moment-là, il n'y a plus d'obligation d'enregistrement. Qui doit mettre en place le système d'enregistrement? Eh bien, c'est l'entrepreneur déclarant qui a une obligation qui est double, soit il doit mettre à disposition de toutes les personnes qui vont intervenir sur le chantier un système d'enregistrement et veiller à ce que chaque intervenant dispose du matériel nécessaire à son enregistrement, ou alors l'entrepreneur déclarant va s'engager contractuellement à l'égard des intervenants sur le chantier de procéder lui-même à l'enregistrement. Alors, comment savoir s'il y a une obligation d'enregistrement sur un chantier? Eh bien, l'entrepreneur déclarant a une obligation d'information. Il doit donc donner cette information à tous les intervenants sur le chantier. Et il faut savoir aussi que l'ONSS vient en soutien à l'entrepreneur déclarant puisque l'ONSS va adresser un courrier à tous les intervenants qui ont été déclarés dans la déclaration de chantier pour leur signifier qu'il y a bien une obligation d'enregistrement sur le chantier
sur lequel ils vont intervenir. Alors, comment enregistrer? La condition préalable, et vous la connaissez mieux que moi, c'est évidemment la déclaration de travaux. Il n'y a pas de possibilité d'enregistrement s'il n'y a pas de déclaration de travaux qui doit être faite par l'entrepreneur déclarant. Il y a une possibilité d'enregistrer les présences à distance ou directement sur le chantier. Cet enregistrement doit impérativement se faire via des canaux sécurisés, et donc il y a différentes possibilités qui sont mises à disposition des employeurs, des travailleurs ou des intervenants. Il y a des systèmes d'enregistrement possibles directement sur le lieu de travail via un ordinateur dédié, des possibilités d'enregistrement via téléphone portable, via des desktops et aussi via le service Check-in at Work mis en place par l'ONSS. Alors, puisque il y a une obligation pénale d'enregistrement, une obligation d'enregistrement qui a des conséquences pénales et qu'il s'agit d'une responsabilité en cascade, il est toujours possible, tant pour un intervenant sur chantier que pour un travailleur, de vérifier si sa présence a bien été enregistrée, soit par son employeur, soit par l'intervenant qui s'est engagé à procéder à l'enregistrement. Alors le travailleur va toujours pouvoir vérifier s'il a bien été enregistré via le site mysocialsecurity.be et l'entreprise pourra toujours vérifier que ces travailleurs ont correctement été enregistrés via le portail de la sécurité sociale. Alors ça a son importance puisque, je vous le disais, il y a une responsabilité solidaire qui existe entre tous les intervenants sur le chantier. Cela revient donc à dire que l'obligation d'enregistrement des présences va peser sur toutes les parties intervenantes dans les travaux immobiliers. Donc à nouveau, si le travailleur de votre sous-traitant, même de votre sous-traitant indirect, ne s'enregistre pas, eh bien, l'auditorat du travail ou les services d'inspection sociale vont pouvoir remonter la chaîne des intervenants et aller solliciter le paiement d'une amende administrative ou d'une amende pénale auprès de chacun des intervenants. C'est donc une responsabilité en cascade qui peut avoir des conséquences financières importantes, puisque dans ce cadre-ci, on parle de sanctions de niveau 3 pour les entreprises, et donc les sommes en cas de condamnation pénale peuvent porter sur des sommes qui vont de 800 à 8 000 euros, une nouvelle fois multipliées par le nombre de travailleurs qui n'ont pas été enregistrés. Donc ça peut vite faire des sommes particulièrement importantes. Et il faut savoir aussi qu'il y a une sanction pénale qui peut être appliquée directement aux travailleurs. C'est une sanction de niveau 1 et donc l'amende administrative portera sur une somme de 80 à 800 euros. Alors, comment limiter les conséquences du non-respect de l'obligation d'enregistrement? Vis-à-vis de votre contractant, il va vous être conseillé d'inclure dans votre convention différentes clauses, d'une part qui précisent de manière claire et sans équivoque qui doit procéder à l'obligation, qui doit procéder à l'enregistrement des travailleurs. On va également conseiller d'introduire des clauses qui visent à garantir, en cas de non-respect de l'obligation, donc garantir de toutes les sommes qui pourraient être décaissées, moyennant le paiement de dommages et intérêts, et qui vont également organiser les conséquences du non-respect de l'obligation d'enregistrement, puisque cela pourrait mener, si la situation devait se répéter dans le temps, à soit une résiliation de contrat, soit des retenues sur facture. Alors, une nouvelle fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça s'applique également dans le cadre de la responsabilité en cas de non-enregistrement. Toutes les clauses que vous allez introduire dans vos conventions ne permettront pas de vous exonérer de votre responsabilité pénale. Donc, la seule chose que vous pourrez faire, c'est tenter de récupérer auprès de votre co-contractant l'équivalent des sommes que vous avez dû décaisser en raison de ces manquements. Alors, vis-à-vis de vos travailleurs, il va être conseillé d'intégrer dans le règlement de travail l'importance de l'obligation d'enregistrement. D'une part, d'attirer l'attention des travailleurs sur le fait qu'ils peuvent voir leur propre responsabilité pénale engagée en cas de non-respect de l'obligation, mais également de viser spécifiquement des sanctions qui pourraient être applicables en cas de non-respect de l'obligation d'enregistrement. Pourquoi? Parce que si votre travailleur est un travailleur récalcitrant, qui a pour habitude de ne jamais procéder à son enregistrement lorsqu'il va prester sur certains de vos chantiers, vous pourriez envisager, d'une part, de vous servir de son attitude pour mettre un terme au contrat, mais également pour tenter de récupérer auprès de votre travailleur les sommes que vous auriez été amené à décaisser dans le cadre d'une sanction pénale ou d'une sanction administrative. Alors,
Vous savez évidemment que lorsqu'un travailleur cause un dommage à son employeur, il ne peut voir sa responsabilité engagée que dans l'hypothèse où il a commis une faute lourde, un dol ou une faute légère habituelle. Donc, si vous qualifiez dans le règlement de travail l'obligation d'enregistrement, en tout cas le non-respect de l'obligation d'enregistrement comme étant une faute lourde, cela vous permettra, à mon estime, d'engager la responsabilité de votre travailleur et donc de solliciter le paiement de dommages et intérêts s'il continue à ne pas respecter cette obligation. J'en termine par une application à notre fil rouge. La société Je Construis va donc veiller à inclure dans ces conventions toute une série de clauses qui vont pouvoir la garantir de toutes les sommes qu'il devrait être amené à décaisser dans l'hypothèse où main verte ne veille pas à l'enregistrement de ses travailleurs ou si M. Sun lui-même ne s'enregistre pas lorsqu'il pénètre sur le chantier. La société Je Construis, puisque c'est l'entrepreneur déclarant, va également bien devoir veiller à mettre en place le système d'enregistrement ou s'engager à enregistrer lui-même tous les intervenants sur le chantier. Il va également devoir veiller dans sa convention à insister sur l'importance de l'obligation qui pèse sur main verte de bien procéder à l'enregistrement de tous ses travailleurs et enfin adapter son règlement de travail si la société Je Construis devait faire le choix que chacun de ces travailleurs doit s'enregistrer personnellement. Et donc, toutes ces clauses vont pouvoir permettre de tenter de limiter au maximum les conséquences de cette responsabilité pénale. Voilà, j'en termine ici. Je vous cède donc maintenant la parole si vous avez des questions.